Salut tout le monde, bienvenue au troisième podcast. Ici, c'est Sean Category. Encore un nouveau coach avec moi, j'ai Will, qui a commencé à coacher avec nous cet automne. Tous nos coachs ont commencé à coacher avec nous cet automne, parce qu'on vient juste d'ouvrir. Will, il a quand même un background intéressant, un peu différent de qu'est-ce qu'on entend. Souvent, le monde qui coach dans le domaine de vélo, c'est des gens qui ont un passé de compétition en vélo, triathlon, etc. Mais Will, tu viens pas mal d'un parcours différent. Même ton introduction au vélo était pas mal différent que la scène compétitive. 100%. Donc, je veux laisser Will quelques minutes pour se présenter à nous avant de commencer les autres sujets. Oui, moi je suis tombé dans le monde justement du vélo de route, du vélo un petit peu plus sportif, via le vélo utilitaire, puis le vélo d'aventure. Donc, moi, depuis que j'étais tout petit, ça a toujours été ma grande passion de me déplacer à vélo. Depuis l'école primaire, dès que la neige fondait, je partais en vélo pour me rendre à l'école, aller faire du sport aussi. Puis ça a pas mal été ma passion pendant longtemps de juste faire ça, en parallèle d'autres sports. Et là où ça a vraiment commencé un petit peu plus que juste aller faire du camping avec des amis, et vraiment l'aspect plus aventure, c'était quand je commençais à faire de la mécanique de vélo. Donc là, c'est vraiment par là que je suis rentré dans le vélo de route. À force de côtoyer mes collègues en 2016, quand j'ai commencé la mécanique chez Vélo Chermont à Sherbrooke, j'ai réalisé que c'était vraiment plaisant de sortir avec eux. Eux en vélo de route, moi en vélo d'aventure, vélo hybride à l'époque. Puis j'ai réalisé que en tant que mécanicien maintenant, j'avais la possibilité d'entretenir un vélo, puis que c'était un nouveau défi que je voulais me lancer. Donc là, j'ai commencé à faire du vélo de route assez, disons, amateur, pour le plaisir, vraiment juste faire de la distance, puis découvrir. J'avais l'avantage d'être en Estrie. Donc, 10 minutes, tu partais puis tu vas faire une belle ride. Donc, c'est vraiment par là que tranquillement mais sûrement, j'ai appris un petit peu plus les bases du sport en côtoyant des gens qui faisaient de la compétition, mais toujours sous l'aspect, moi, je suis là pour profiter du paysage. Puis, c'est vraiment dans les 3-4 dernières années qu'à force de me dire non, moi, je suis là pour le paysage, je me suis dit, eh bien, est-ce que je suis vraiment là juste pour le paysage parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire ou c'est parce que j'ai jamais expérimenté l'aspect plus performant, l'aspect un peu plus compétitif? Donc là, dans les 3-4 dernières années, j'ai commencé à m'entraîner un petit peu plus, à avoir des entraînements structurés. Puis là, dans la dernière année, là, depuis que j'ai commencé à travailler chez Musette aussi comme mécanicien puis comme barman, bien là, j'ai tombé un petit peu plus dans la soupe. Dans la soupe. Vraiment d'être avec des gens qui se passionnaient de compétition puis d'entraînement, puis du monde comme Trevor, justement, qui voulait amener cet aspect-là un petit peu plus... pallier le monde scientifique et performant au monde du plaisir, puis le monde de sortir, faire du vélo pour le paysage, justement. Donc là, ça m'intéressait de voir jusqu'où je pouvais me lancer là-dedans. Puis justement, ça fait 1 an et demi que là, je me pousse un petit peu plus, puis que j'ai commencé à faire du vélo un peu plus compétitif. Là, cette année, ça va être ma première avec l'équipe de Musette en tant qu'athlète cycliste. C'est quelque chose qu'on va parler un peu plus tard dans le podcast, l'idée de compétition versus vélo pour le plaisir, parce que c'est souvent quelque chose qu'on entend que moi je fais des vélos pour le plaisir, et j'ai pas besoin de faire des entraînements spécifiques l'hiver. Et il y a une grande différence entre quand quelque chose est un besoin versus un nombre bénéfice. Une opportunité, sans nécessairement être une nécessité, quelque chose qui peut vraiment aider sa pratique, peu importe le niveau. Absolument. Puis on s'entend que si on fait quelque chose pour le plaisir, si on est capable de le faire sans être à côté à nos maximum capacité 10 sur 10 en continu, mais c'est pas mal plus plaisant quand on est plus à une 7 sur 10 en continu pour faire la même intensité, la même durée, la même vitesse. Puis on peut voir plus quand on est dans cet état-là. Donc c'est quelque chose qu'on va parler tantôt, de fixer des objectifs, puis c'est quoi les objectifs, puis comment l'entraînement peut intégrer là-dedans quand on n'a pas nécessairement envie de faire des compétitions. Mais avant de tomber là-dedans, une nouvelle pour le centre avec la nouvelle année. On a ajouté 2 changements. Premier changement, c'est les plages d'entraînement libre. On a mis quelques-unes dans les après-midi, puis le samedi en fin de matinée. Et ces plages-là, c'est quand vous pouvez venir puis faire vos propres entraînements sur nos équipements. Des fois, avec la pandémie, tout le monde est équipé pour s'entraîner chez eux, la majorité des gens. Ça fait vraiment de bien de sortir de son sous-sol, pas avoir ses rouleaux installés à côté de son compte de cuisine pour avoir un point de départ, et pouvoir être dans un monde plus immersif. On fait la même chose que dans nos entraînements, on baisse les lumières, on met de la musique. Si vous voulez mettre vos écouteurs, bien sûr, mettez votre compte Zwift, votre écran pour vous suivre les entraînements. Mais c'est une plage horaire qu'on peut vous mettre à faire ça sur entraînement chez nous.
Une autre chose qui est l'avantage de ça, puis surtout nos coachs, je pense Will, je l'ai fait ça quelques fois, moi je l'ai fait quelques fois aussi depuis qu'on a ouvert ça, et ça va permettre de faire des entraînements un peu plus longs. On sait qu'une progression dans l'année, idéalement, en fait de plus en plus de volume. Donc si vous faites une plage libre, puis après vous faites le core, peut-être le corps va moins bien aller parce que vous allez déjà être fatigué, mais vous allez avoir fait plus de volume dans ta journée, plus de volume dans ta semaine. Donc, c'est une bonne option pour faire cela. Oui, c'était déjà quelque chose qui était possible de faire avec les séances doubles, quand on avait endurance, puis par exemple soit puncher, soit grimpeur par la suite. Mais là, je pense que ça facilite, puis ça change un peu l'ambiance, plutôt qu'à être un peu un intrus parmi les deux cours en essayant de se dire « Ah, moi, je veux juste faire la zone 2 aujourd'hui », plutôt que de se sentir peut-être moins inclus dans le groupe, d'avoir des périodes spécifiquement, je mets mon ordinateur avec Zwift, puis je suis là pour faire vraiment juste la distance, du temps, la zone de relax et pouvoir placoter. Il y a de la musique, mais souvent la musique est moins forte, souvent on va demander aux gens « Voulez-vous mettre une tune en particulier ?» Donc je trouve que ça comble bien le fossé qu'il y a entre un entraînement intensif qu'on offre sur 1 heure ou sur 50 minutes, justement, on va en parler, et de juste faire de l'entraînement à la maison. Donc, il y a à la fois la motivation d'être en groupe, l'aspect social, de pouvoir prendre un café avant ou après, mais un petit peu plus de liberté, puis un petit peu moins, sans vouloir dire de pression, mais un petit peu moins d'intensité. Vraiment d'avoir un moment un petit peu plus relax. Oui, absolument. Puis Will a bien dit que souvent c'est une bonne idée. C'est quelque chose que le plus on avance dans nos saisons pour développer certains aspects physiques. Parce qu'on parle beaucoup de notre FTP, mais souvent si on prend notre FTP au début d'un entraînement puis à la fin de l'entraînement, c'est pas la même chose. Ça nous permet de travailler notre endurance puis notre capacité d'avoir des bonnes jambes plus tard dans une séance, surtout sur les 3 rouleaux où la fatigue, j'essayais toujours le débat de est-ce que 1 heure sur les 3 rouleaux compte comme 3 heures dehors. Je suis pas d'accord avec cette constat-là, mais vu que on est toujours en motion, on est toujours en action, c'est vrai qu'il y a moins de pauses sur les 3 rouleaux. Donc de faire un corps intense, c'est excellent. On va faire beaucoup avec ça, mais de faire 30 minutes, 45 minutes, 1 heure d'endurance, puis après embarquer dans un corps, surtout pour les athlètes qui sont plus habitués, c'est une excellente façon de travailler des attributs un peu différemment. Exact. Puis si jamais les gens ont des programmes d'entraînement avec un coach, par exemple, à l'extérieur, qui est différent de nos séances qu'on offre ici, ça leur permet aussi de faire cette séance-là en groupe, de venir profiter de l'ambiance sans nécessairement devoir suivre un de nos programmes aussi. Je pense que ça, c'est intéressant pour les gens qui ont un programme spécifique, c'est ça, pour un sport spécifique, ou que ce soit pour simplement une technique d'entraînement qu'il fallait chercher. Ça permet vraiment d'avoir un petit peu plus de liberté par rapport à nos cours habituels, que justement, on offre un cadre. Parce que si c'est possible d'en sortir aussi. Oui, exactement. Puis l'autre changement qu'on a intégré dans l'horaire, c'est les cours de midi. On les a changés pour des 50 minutes. Donc, ça va être un entraînement qui va viser à durer 45 à 50 minutes. Bien sûr, si jamais vous voulez faire 1 heure au complet, puis vous arrivez un peu d'avance, tourner les jambes, faire l'entraînement, rester quelques minutes après, tourner les jambes pour faire 1 heure complète. Le monde va être ici, pareil, il n'y a aucun problème avec ça. Mais pour eux qui veulent avoir un bon entraînement efficace en temps, les entraînements sur 50 minutes vont être parfaits pour ça. Ça devient un peu plus facile d'arriver ici, s'entraîner, puis retourner au bureau, retourner chez eux pour faire du télétravail dans une 50 minutes versus une heure. Donc, c'est l'autre changement qu'on a intégré pour l'hiver. Le sujet que je voulais qu'on parle, parce que moi et Will on a parlé un peu ce week-end, c'est l'idée de jaser, de comment choisir des objectifs de vélo, mais des objectifs sportifs tout court en général. Comment on fait ça pour l'année, puis comment on s'assure d'avoir assez de temps, d'avoir assez d'entraînement pour être prêt pour ces objectifs-là. Donc, pour commencer, j'aimerais que Will, tu me dis un peu, c'est quoi tes objectifs, le plus haute priorité pour toi cet été? Oui, ben, c'est comme on s'était dit l'autre fois, j'avais une espèce de dilemme où est-ce que j'avais certaines courses que je voulais cibler, mais qui arrivent régulièrement dans l'année avec le circuit régional là, de l'Association des maîtres cyclistes de Québec. Le problème, c'est que c'est pas possible d'arriver d'optimiser ta performance pour plusieurs événements de suite, donc il faut faire un petit compromis. Donc là, c'était une discussion qu'on avait entre est-ce que je voulais cibler un seul événement dans lequel ce serait possible d'aller chercher vraiment ma forme
optimale ou plutôt de juste avoir quelque chose qui peut être maintenu sur plus longtemps, même si au final, c'est peut-être pas aussi haut que je vais être capable d'aller. Donc moi, c'était ça, mes objectifs étant de rester sur un 2 ou 3 mois à une forme solide plutôt que de vraiment y aller pour un événement, même si au final, je sais que je vais en laisser derrière un petit peu en faisant ça. Moi, je suis quand même de l'autre côté où je vais faire plein d'événements dans l'été, mais j'ai vraiment deux en tête que je vise d'être à la maximum dans mon forme. Dans ces autres événements, va plus être des entraînements, la préparation, des autres aspects que je travaille là-dedans. Mais je vais s'assurer d'être à mon maximum, au mieux possible. Je dis The Hills Gravel, qui est une course de gravel en Italie à la fin de mars. Puis, complètement pas dans le domaine de vélo parce que je suis une athlète multisport. Mon premier ultra on trail en septembre, le UTHC 65, il y avait quelque chose assez différent de moi. J'ai pas couru des longues distances depuis que j'ai quitté les forces armées, que ça fait assez longtemps. Mais dans ces deux cas, l'approche va être un peu différente. Mais je pense que la majorité des gens vont planifier soit un cas comme Will, il veut être en forme sur une longue période, puis peut-être pas atteindre les mêmes maximums, mais être capable à tenir un bon niveau de forme plus longtemps, versus quelqu'un comme moi qui a plutôt des objectifs précis dans l'année où ils veulent vraiment être à leur maximum. Mais très clair, avec des moments où est-ce que tu es prêt à ce que ta performance descende un tout petit peu, de te donner de repos, puis de reprendre une progression par la suite. Alors que là, moi, c'est quelque chose que ça va être un petit peu moins l'objectif. Puis sinon, un autre aspect sur mon plan d'entraînement, c'est qu'on avait discuté plusieurs sports différents aussi au sein du cyclisme, que ce soit un cycliste de route sur des circuits un petit peu plus courts, puis progresser plus tard dans l'année sur des choses comme des raids de gravel, qui sont plus longues, ou alors des raids d'endurance avec plusieurs centaines de kilomètres. Il y a ça aussi qui peut être contenu là, dans une saison. Donc, c'était ça aussi les questions que j'avais les derniers jours par rapport à ça. Puis dans les deux cas, la progression jusqu'à un certain point va être quand même semblable. Donc, le monde a sûrement déjà entendu parler le base season, la saison d'endurance, où on veut bâtir un peu un niveau de forme d'endurance de base jusqu'à comme de fond. Puis après, on va faire une build où on fait des enchaînements un peu plus spécifiques pour les styles d'événements qu'on veut faire. Quand on veut travailler les certaines faiblesses qu'on a individuellement. Puis après ça, on tombe dans la saison de pic où on est vraiment dans les choses les plus spécifiques. La différence va être, c'est Will, il va probablement avoir une saison de pic. Son season de pic va être sa saison de race. Puis il va travailler pour tenir son forme à faire race, recupère, race, recupère, race, recupère pendant longtemps. Versus moi où je vais avoir vraiment des saisons de pic claires. Je vais faire 2-3 mois d'entraînement spécifique où j'augmente mon volume, je récupère, puis après, je fais mon événement et je continue à récupérer par après. Alors, c'est ça un peu les différences générales entre ces deux cas que vous voulez planifier. Puis chacune de ces phases-là, ça dépend de c'est quoi votre expérience en tant qu'athlète, combien de fois vous avez fait ces styles d'entraînement avant, combien de temps vous avez pour vous entraîner. Ça va jouer sur les durées de chacun de ces entraînements-là. Mais en général, c'est en 2 à 3 mois chaque. Donc, si vous avez quelque chose en juin, c'est le temps de commencer. Juin, juillet, août, c'est le temps de commencer à se préparer avec ses bases, ses fondations pour ces événements-là. Oui, puis j'ai l'impression que ces deux stratégies-là n'ont pas besoin d'être dans un objectif compétitif. Bon. Quelqu'un peut vouloir faire son premier 100 km, son premier 150 km, et donc planifier pour arriver à un pic de performance à ce moment-là. Et vice-versa, peut vouloir faire simplement des petites raids fréquentes puis juste progresser jusque-là, mais les stratégies vont rester les mêmes essentiellement. Exactement. Puis c'est quelque chose que souvent on pense que les objectifs sportifs doivent être des compétitions, doivent être des races, mais ça peut être complètement hors de compétition. Quelqu'un peut avoir le même style de progression que Will, où ils font leur base, leur build, puis après leur objectif est mais on a une super belle communauté de Group Ride ici à Québec. Puis il veut pouvoir être le Group Ride Hero qui est là pour en profiter. Il peut sauter dans n'importe quel groupe puis s'amuser, avoir le fun, à profiter du côté social de ça. Ou peut-être quelqu'un qui fait plus de vélo d'aventure, vélo de bikepacking, qu'ils ont
un voyage, quelque chose de spécifique, une semaine, quelques jours, un long week-end qui est cible, qui peut faire une progression un peu comme moi, où je vais avoir une phase de peaking pour cet événement, mais c'est pas une compétition, c'est quelque chose complètement de plaisir, mais de faire un progression comme ça va aider à s'assurer qu'on est en forme pour le mieux profiter de notre aventure possible. Oui, surtout dans le bikepacking, en expérience, c'est toujours mieux de se préparer avant. Parce que c'est facile de se dire je vais souffrir pendant. Sauf que on ne profite pas nécessairement du paysage à ce moment-là, on ne profite pas des communautés qu'on visite autant que si on s'est préparé et qu'on est prêt à faire beaucoup plus dur. Et donc que par la suite, on est capable d'en profiter pour vrai. Puis ça devient vraiment un voyage qui est facile et qui est plus plaisant. Puis j'ai un autre aspect pour le bikepacking, c'est aussi de se préparer avec des charges. Donc c'est sûr que ça, c'est quelque chose qui peut être intégré à un entraînement, de non seulement commencer à faire du vélo, mais aussi tester son équipement, tester notre capacité à passer une nuit dehors avec notre tente, puis à quel point c'est plaisant et rendu quelque chose d'habituel de défaire sa tente le matin quand on a terminé. C'est quelque chose qui se pratique, ça aussi. Là. Ouais, mais ça arrive tellement souvent, même pour les courses de gravel, que je vois le monde, ils se font des changements dans leur équipement la veille de course. Mais c'est jamais une bonne idée, ça. Dans cette préparation pour l'année, on veut commencer à penser 2-3 mois d'avance, c'est quoi les équipements que je vais prendre, puis comment je vais s'assurer que cet équipement est adéquat pour mon aventure. Puis en particulier, en tant que mécanicien, je vais faire ma minute éditoriale. C'est le bon moment pour tout de suite commencer à prendre des rendez-vous. Parce que c'est un moment où est-ce que là, vos mécaniciens, peu importe la boutique où vous allez, vont être plus libres de travailler avec vous et donc pouvoir faire un meilleur travail plus rapidement. C'est sûr qu'en mai, là, c'est toujours difficile d'aller chercher un rendez-vous. Alors que présentement, surtout si on veut tester de l'équipement, demander conseil, c'est le bon moment pour passer dans toutes les boutiques. C'est vraiment un moment où est-ce que tout le monde est libre. Puis aussi, comment le domaine de bike a changé versus le temps que moi j'ai avec un mécanicien. Oui. Mais les shops de bike gardent moins des choses exotiques en stock. Ouais. Ils n'ont pas commandé tel type de pattern de frame bizarre que juste un type de vélo a. Au cas que quelqu'un le veut, ça va être des choses qu'il faut commander dans le plus super tôt dans ces zones. Le plus de chances d'avoir. Pas arriver à. Je pars là une semaine, puis ça prend 2 semaines de recevoir ma pièce quand je vais au bike shop. Exact. Peu importe les cibles qu'on a pour cette année, pour cet été, c'est toujours bien de commencer tout de suite à les planifier, les mettre par écrit, que ce soit de la compétition, tout de suite cibler les compétitions qu'on veut aller chercher, ou que ce soit un voyage plaisant en couple ou en ami. Tout de suite aller identifier quel genre de distance on va faire et commencer déjà à bâtir une forme de base, puis amener notre bike dans les bike shops pour pouvoir faire poser des racks si on a besoin. C'est le bon moment pour faire ça aussi. Mais ça vient à un point que nous, on a discuté ensemble. On vit au Québec. Ouais. Puis au Québec, ben, l'hiver, c'est pas la meilleure saison pour faire des longs entraînements de vélo. Dans la saison de base, saison de endurance, où on fait beaucoup de millage, basse intensité, ça se fait. Mais c'est pas tout le monde qui veut passer des 2 heures, des 3 heures, des 5 heures, de zone 2 sur le trainer en ligne. C'est pas la meilleure chose pour le corps, c'est pas la meilleure chose pour l'esprit mental, c'est une bonne façon d'aider ça, l'entraînement, puis se rouler. Puis on a parlé de l'idée de faire une périodisation inversée. Pour vous donner une idée, la périodisation inversée, mais la périodisation classique, c'est qu'on commence à très basse intensité et le plus on progresse, mais on monte dans des zones de plus en plus intenses. Donc, on fait un bloc endurance que c'est juste zone 2. Après, on fait 2 mois qu'on garde l'endurance, mais on commence à intégrer les séances tempo. Puis après, on fait un autre mois, un autre 2 mois où on fait de nos endurances, bien sûr, plus de VO2, d'anaérobie pour vraiment être sur les hautes puissances. Mais pour que ça fonctionne, on doit faire des longues sorties, longues étant relatives pour le temps que la personne a. C'est un autre point que c'est pas tout le monde qui a 10, 12, 15 heures de temps à mettre sur le vélo. C'est pour ça que souvent au Québec, avec beaucoup d'athlètes que je travaille, au Canada, en Amérique du Nord, on va faire plutôt une périodisation inversée où on prend ça et on met ça complètement à l'envers. On commence novembre, décembre, janvier avec des hautes intensités. On fait de VO2, des entraînements de threshold où on est très haute intensité. Puis après, on commence à allonger des intervalles pour faire de tempo, de threshold un peu plus long. Donc, chez nous, c'est des cours de grimpers.
en ville, quand on commence à pouvoir aller dehors, peut-être en return faire une ou deux séances d'intensité, haute intensité par semaine pour maintenir, mais on commence à faire des sorties de plus en plus longues. Donc, c'est une bonne idée pour beaucoup de monde qui habite en Amérique du Nord de peut-être approcher leur préparation de saison de cette façon inversée versus le classique que le monde de Gironde sont capables déjà de rouler des 30 heures par semaine puis ça ne dérange pas parce qu'il fait beau. Il y a une grande différence entre il fait seulement 10-12 dehors et donc on peut faire du volume d'entraînement sans que ce soit nécessairement plaisant. Puis au Québec, ici, où est-ce que tu vas avoir un pied et 2 pieds de neige dehors, que là, c'est vraiment difficile d'aller faire du vélo dehors. Donc, tant qu'à s'entraîner à l'intérieur, moi personnellement, justement, ce modèle-là inversé, c'est quelque chose qui me rejoint beaucoup plus parce que ça me permet de faire mes objectifs de vélo rapidement, efficacement, sans trop s'éterniser sur les 3 rouleaux. Et par la suite, profiter du plein air. Ouais. Aller faire la zone 2 dans d'autres sports, ça peut être aussi quelque chose qui est plaisant à ce moment-là. C'est long pour un bon point parce que souvent on a tendance à penser, mais pour un bon vélo, il faut que je fasse du vélo. Et c'est vrai, la spécificité est importante, mais le plus l'intensité de l'activité est basse, le moins ça a besoin d'être spécifique. Je prends par exemple la course à pied, quelqu'un qui fait des 400 mètres en répétition, c'est un excellent workout anaerobic VO2 pour la course à pied. Mais vu que ça, c'est tellement haute intensité, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent là-dedans. Ça ne veut pas dire que ces 400 mètres-là vont transmettre à l'équivalent en vélo des 90-90 par exemple. Mais quelqu'un qui est confortable et a la bonne énergie pour 2-3 heures de ski de fond, avec une fréquence cardiaque en bas de 75% leur maximum. Et probablement leur capacité de faire ça sur le vélo va être meilleure que quelqu'un qui n'est pas capable de faire la même chose. Donc, de faire un mélange de venir faire votre intensité ici, sur Zwift, dans un autre centre de training, chercher cette endurance autrement et comme l'autre option pour les gens qui aiment ça l'hiver, moi j'ai ça l'hiver, donc j'aime mieux juste passer plus de temps sur mon bike, mais c'est une autre option pour eux qui aiment l'hiver de faire ce genre de compromis-là. Oui, exact. Puis, même si le cross-training a ses limites, justement, comme tu dis, surtout à haute intensité, reste que le vélo, pour pratiquement la majorité des gens, c'est pas notre vie entière. Donc, de pouvoir profiter aussi du plein air tout en contribuant à notre entraînement de vélo, c'est sûr que c'est quelque chose qui peut être bénéfique, surtout comme tu dis pour la santé mentale, pour éviter de déjà, en ayant une progression classique à l'intérieur, de vraiment faire beaucoup de zone 2, c'est sûr que ça peut nous brûler avant la saison. Oui, absolument. Au Québec, il n'y a pas une si longue saison de vélo, donc on a vraiment tendance à en profiter beaucoup. Pour pas dire en abuser, là. Justement, des semaines de beaucoup de kilométrage, ça arrive souvent en été, avec les longues journées aussi. Donc si on est capable de ne pas se brûler tout de suite, puis de profiter des autres sports, profiter du reste de la vie pendant l'hiver, puis de concentrer notre temps d'entraînement, l'optimiser quand on est sur les 3 rouleaux. Personnellement, c'est une approche qui vient me rejoindre beaucoup plus. C'est sûr, absolument. Ça vient à un point que on veut pas se brûler, puis on veut garder notre intérêt pour le vélo pour l'été, pour qu'on puisse en profiter. Si on prend un minimum de préparation pendant l'hiver, on peut en profiter encore mieux. Vraiment. Je pense que c'est les gens qui font de vélo montagne qui remarquent le plus qu'ils deviennent vraiment bons, ils se prennent la forme pendant tout l'été, ils se rangent leur vélo et ils arrivent au printemps. La première fois, ils se montent en santé de 2001, ils sont presque plus capables de monter au complet sans arrêter. Puis ça leur prend 1 mois, 2 mois de rouler juste pour revenir à le même niveau de forme. Versus si ils se gardent un entraînement de base spécifique au vélo pendant l'hiver, et ces 2 mois-là, on peut repartir où on a laissé à l'automne. Alors c'est un bon équilibre, le genre de je fais mes sorties intenses sur le vélo et je fais mon endurance en plein air pour le plaisir, pour profiter de dehors, pour que j'ai un meilleur équilibre entre les deux aspects. Exact. On peut ressortir et en profiter tout de suite. Puis ça évite la formule classique que tout le monde dit au printemps, je suis rouillé, je suis encrassé, faut se remettre en forme. Alors qu'au final, c'est pas si compliqué que ça, maintenir un certain niveau de forme tout le long de l'hiver. Évidemment, ça va progresser beaucoup plus en été. Ouais. Si on commence déjà l'été avec des bonnes bases, ça rend le printemps beaucoup plus agréable, j'ai l'impression. Absolument. Je pense que c'est un bon topic pour un autre podcast, le genre de la complexité de le transfert de capacité d'un sport à l'autre. Parce que c'est quand même c'est vraiment une science très peu établie, mais qui est très intéressante et très fun de jouer avec une fois on commence à comprendre
comprendre les nuances là-dedans. Ouais, comprendre les mécaniques qui viennent derrière, plutôt que vraiment juste s'arrêter des fois à des vieilles sagesses ou des principes de base, alors que nécessairement, il y a toujours du travail qui peut être fait, puis la science continue de progresser là-dessus. Ben, merci Will pour ton input, c'était très intéressant. Merci à vous autres de l'avoir écouté. N'hésitez pas de nous commenter avec des questions, des choses que vous voulez qu'on adresse dans un prochain podcast. Je suis pas encore certain, mais je pense que le prochain podcast, on va avoir un invité qui n'est pas un coach ici chez Soul Category, donc ça risque d'être très intéressant.